L'histoire de ton existence, l'histoire de toute l'humanité, n'a pas commencé par un premier pas triomphal. Elle a commencé par une fuite désespérée dans l'obscurité. C'est une histoire écrite, non pas par des rois, mais par les plus petites créatures, les plus insignifiantes, un jour où le monde des géants a été embrasé. Pour comprendre comment nous en sommes venus à dominer la Terre, tu dois d'abord comprendre comment nos ancêtres ont survécu au jour où la Terre était censée mourir. Si tu écoutes ces histoires pour t'endormir, c'est exactement pour ça que je les crée. Les récits épiques de survie sont les histoires les plus puissantes de toutes. Alors, abonne-toi peut-être, et dis-moi où tu te trouves, et quelle heure il est. Je lis les commentaires, et c'est un rappel de la tribu mondiale que nous sommes devenus. Avant de remonter 66 millions d'années en arrière, au dernier jour des dinosaures, assure-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Tu ne veux pas manquer une seule seconde de cet apocalypse. Commençons par planter le décor. Le monde, il y a 66 millions d'années, n'était pas le nôtre. C'était la fin du Crétacé, le magnifique crépuscule doré de la plus grande dynastie que la vie ait jamais produite. Les continents dérivaient encore vers leur position actuelle. Le climat était un été permanent à l'échelle de la planète. Et la Terre était une immense nurserie, verte et grouillante de vie. Et cette vie était dominée, totalement et absolument, par les dinosaures. Pendant 150 millions d'années, ils avaient été le système d'exploitation de la planète. Leur succès n'était pas un hasard, c'était un chef-d'œuvre de l'évolution. Ils avaient conquis tous les continents et tous les environnements. Il y avait les titans des plaines, les immenses troupeaux lents d'Edmontosaurus, grands comme des bus de ville. Il y avait les forteresses ambulantes, les ankylosaurus, des tanks vivants couverts d'os impénétrables. Il y avait les grands dinosaures cornus, les tricératops, avec leurs crânes gigantesques à 3 cornes, un mur de défense vivante, et régnant au-dessus de tous, la célébrité du monde ancien, le Tyrannosaurus Rex. Un prédateur de 7 tonnes, un monstre de muscles et de dents, le roi incontesté de son époque. Les dinosaures n'étaient pas seulement une espèce, ils étaient la planète. Mais le monde n'était pas seulement une scène pour les géants. Dans les fissures, dans l'ombre, sous leurs pieds, un autre type de vie attendait. Une expérience différente, petits, à sang chaud, couverts de fourrure, les premiers vrais mammifères, nos ancêtres. Pendant 100 millions d'années, ils avaient vécu dans l'ombre des dinosaures, note de bas de page nocturne dans l'épopée des reptiles. Pour comprendre comment nous avons survécu, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel nous sommes nés, depuis le sol. Imagine ceci, le monde est une forêt de géants. Les arbres sont d'anciens séquoias colossaux et de curieux magnolias fleuris, leurs troncs semblables aux piliers d'une immense cathédrale. Mais tu ne regardes pas vers le haut. Ton monde est le sol de la forêt. Tu es Scurry. Tu es un Purgatorius, une créature pas plus grande qu'une souris. Ton corps est un amas d'énergie nerveuse. Ton nez frémit sans cesse, humant l'air pour trouver les deux choses qui définissent ton existence. L'odeur de la nourriture et l'odeur de la mort. Ta vie se déroule entre les racines de ces arbres géants, dans un monde d'ombre profonde et de sons terrifiants. Le sol est un tambour battant de danger constant. Le fracas d'un pas de tricératops, un son qui secoue tout ton corps, est un tremblement de terre ordinaire que tu dois endurer. Le cri aigu d'un raptor au loin est un signal pour geler, devenir invisible. Ton temps, c'est la nuit. Quand la dernière lueur sanglante du soleil crétacé s'éteint et que les géants s'installent, ton monde s'éveille. Tu sors prudemment de ton petit terrier caché, une minuscule ouverture dissimulée sous la racine d'une grande fougère. L'air est épais de l'odeur de la terre humide, des feuilles en décomposition et du parfum sucré des fleurs nocturnes. Mais sous tout cela flotte une senteur métallique, celle des prédateurs qui possèdent eux aussi la nuit. Ta mission est simple, toujours la même, trouver assez de nourriture pour alimenter ton petit corps fournaise et ne pas te faire manger. Tu es un généraliste, touche à tout, mais maître en rien. C'est ta plus grande faiblesse, et sans le savoir,
ta plus grande force. Tu fouilles la litière de feuilles, tes grands yeux adaptés à la pénombre guettant chaque mouvement. Tu trouves un coléoptère, sa carapace irisée brillant sous la lune, et tu le croques avec tes dents pointues. Tu trouves un fruit tombé, trop mûr, un trésor sucré, et tu l'engloutis rapidement. Tu es un opportuniste, survivant grâce aux miettes d'un monde qui n'a pas été construit pour toi. Soudain, tu te figes. Ce n'est pas un son, c'est une vibration. Un grondement profond, rythmique, dans le sol, qui s'intensifie. Un, deux, c'est le pas du roi, le tyran. Tu fonces vers l'abri le plus proche, un tronc moussu renversé, et tu plaques ton petit corps contre le bois humide. Et là, tu le vois, une jambe, un pilier de muscles et d'écailles s'écrase à quelques pas de ta cachette. Son pied a 3 doigts, plus grand que ton corps entier. Le T-Rex ne te chasse pas. Il ignore ton existence. Tu es aussi insignifiant pour lui qu'une fourmi pour un éléphant. Il traverse, sa tête colossale, cauchemar de dents et d'yeux, se découpant dans la lune, 20 mètres au-dessus de toi. Il rugit. Ce n'est pas un son que tu entends avec tes oreilles. C'est une force physique, une onde de choc qui fait vibrer tes os et trembler les feuilles de ton abri. Puis, aussi vite qu'il est venu, il s'éloigne, ses pas résonnant de moins en moins. Tu attends longtemps, ton cœur battant comme un tambour fou dans ta poitrine. Voilà ta vie, un jeu permanent de cache-cache à haut risque, dans un monde de dieux et de monstres. Tes ancêtres jouent ce jeu, et le gagnent depuis 100 millions d'années. La survie est dans ton sang. Tu es petit, tu es rapide, et tu es maître dans l'art de rester invisible. Tu es une créature du sous-sol, une créature des ombres. Et c'est pour cela que tu survivras. Parce que le plus grand tueur de l'histoire du monde, l'événement qui mettra fin à l'ère des géants dans un chaos de flammes et de fracas, n'est pas un monstre armé de dents et de griffes. C'est une étoile silencieuse, un éclat de roche de 10 kilomètres de large, tombant du ciel. Et c'est un tueur qui ne pourra pas te trouver dans l'obscurité. Notre minuscule ancêtre ressemblant à une musaraigne, Scurry, était un maître de la survie dans un monde de géants. Sa vie était un calcul constant des risques, une partie de cache-cache mortelle, jouée dans l'ombre des prédateurs les plus terrifiants que la Terre ait jamais connus. Il connaissait les dangers de son monde. Il savait reconnaître le bruit d'un pas de T-Rex, l'odeur d'un raptor porté par le vent, et la protection sûre et sombre de la terre profonde dans son terrier. Mais le plus grand tueur de l'histoire du monde n'était pas un monstre de chair et de crocs. C'était une étoile silencieuse, une masse de roches de 10 kilomètres de large, fonçant du ciel. Un tueur plus rapide que la pensée elle-même, lancé sur une trajectoire fatale vers son monde. Éloignons-nous du sol de la forêt. Traversons l'atmosphère épaisse et riche en oxygène du Crétacé, jusqu'au silence glacial de l'espace. Depuis des milliers d'années, le messager de la faim voyageait, une montagne de roches et de métal, née dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, aussi haute que l'Everest aujourd'hui. Elle fonçait à une vitesse presque inimaginable de 72 000 km/h, assez rapide pour traverser l'Atlantique en moins de 5 minutes. C'était une capsule temporelle cosmique, portant en son cœur un élément rare et lourd appelé iridium. Un élément qui deviendrait un jour l'empreinte digitale du tueur. L'indice permettant à la science moderne de résoudre ce crime vieux de 66 millions d'années. Sa cible n'était pas un point quelconque de la planète. Il se dirigeait droit vers une mer tropicale peu profonde, l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. Et par un terrible hasard, la croûte terrestre à cet endroit précis était riche en 2 minéraux particuliers, le soufre et les carbonates. Quand l'astéroïde frapperait, il ne se contenterait pas de vaporiser de la roche ordinaire. Il libérerait une bombe chimique capable d'empoisonner l'atmosphère et les océans de la planète entière pour 1000 ans. La mèche avait été allumée à des milliards de kilomètres, et elle arrivait à la poudrière. Que verrait-on à ce moment précis? Le dernier instant du monde crétacé, vu du sol. Quelle fut la dernière vision, terrifiante,
des dinosaures. Revenons sur Terre, au dernier jour normal de l'âge des reptiles. Scurry dort, en sécurité dans son terrier profond, la nuit comme une couverture rassurante. À l'extérieur, le soleil du matin éclaire une scène familière. Un troupeau de tricératops broute paisiblement dans une clairière, leurs vastes collerettes osseuses servant de bouclier contre les prédateurs. Plus haut, un vol de ptérosaures plane dans les courants chauds. Pendant un instant, tout est comme depuis 100 millions d'années. Mais les animaux deviennent nerveux. Les oiseaux dans les arbres se taisent. Les tricératops cessent de brouter, leurs têtes massives se levant vers le ciel, comme si leur sens captait quelque chose de profondément anormal. Une nouvelle étoile est apparue. Au milieu du ciel bleu éclatant, un minuscule point lumineux brille, plus intense que tout autre. Au fil de l'heure, il grandit, plus brillant, encore plus brillant, jusqu'à ne plus être une étoile, mais un second soleil, petit et terrifiant. Un silence étrange tombe sur le continent entier, tandis que chaque animal, du plus petit lézard au plus grand dinosaure, cesse toute activité et fixe la lumière impossible dans le ciel. Ce calme étrange tire Scurry de son sommeil. Prudent, nerveux, il rampe jusqu'à l'entrée de son terrier, son nez frémissant pour lire l'air. Il passe la tête dans la lumière aveuglante du jour. Devant lui, les géants figés du troupeau de tricératops regardent tous le ciel. Il suit leur regard et aperçoit le nouveau soleil, un œil malveillant braqué sur le monde. Et puis, cela frappe. Du point de vue de Scurry, à des milliers de kilomètres du site d'impact, il n'y a pas de bruit, pas d'explosion. Il n'y a que la lumière. Le ciel entier s'embrase d'une intensité inconcevable. Une lumière blanche et pure qui efface le monde. C'est une lumière qu'on ressent autant qu'on la voit. Une vague d'énergie thermique qui incinère instantanément tout ce qui est exposé. Les feuilles, des grandes fougères, se recroquevillent et se réduisent en cendres. L'air lui-même devient un four. Quelques secondes après l'éclair, le deuxième coup arrive. Le sol commence à trembler. D'abord une vibration sourde, puis une convulsion violente, fracassante. C'est l'onde de choc sismique, l'énergie de l'impact parcourant la croûte terrestre à des milliers de kilomètres par heure. Le sol se soulève et ondule comme un océan liquide. Des arbres millénaires sont déracinés et projetés comme des brindilles. La roche, sous les pattes de Scurry, se fissure et se rompt. Il est arraché de l'entrée de son terrier, son petit corps roulant dans le chaos. Une seule pensée, un seul instinct le guide, forgé par 100 millions d'années de survie. Retourner sous terre, descendre, dans la sécurité fraîche et silencieuse des profondeurs. Tandis que Scurry lutte pour sa vie, l'impact libère plus d'énergie qu'1 milliard des bombes nucléaires les plus puissantes jamais créées, toutes explosant en même temps. À l'épicentre, dans le Yucatan, l'astéroïde, l'eau de l'océan et des kilomètres de croûte terrestre sont vaporisés en une fraction de seconde, créant une boule de feu aveuglante qui perce l'atmosphère et un cratère de plus de 160 km de diamètre. Dans son terrier, son corps tremblant dans l'obscurité absolue, Scurry est à l'abri de l'éclair et du séisme. Il a survécu aux premières secondes terrifiantes de l'apocalypse. Mais l'impact vient seulement de tirer le coup de départ d'une série d'événements planétaires. Le ciel lui-même, rempli de milliards de tonnes de roches et de débris surchauffés projetés dans l'espace, est sur le point de se transformer en un four mondial. L'ère du feu allait commencer. Tapi dans son terrier, son minuscule corps encore secoué par les convulsions de la planète, Scurry est sauf. Il a survécu à l'éclair aveuglant et au séisme dévastateur. Il a agi par instinct, perfectionné par 100 millions d'années d'histoire. Quand la terreur frappe, creuse, va profond, vers la sécurité fraîche et silencieuse de la Terre. Il a survécu aux premières secondes de l'apocalypse. Mais l'impact n'était pas un événement isolé. C'était un déclencheur. Il venait de mettre en marche une chaîne de conséquences planétaires. Et la prochaine vague de destruction était déjà en route, tombant du ciel.
L'impact de Chicxulub fut si puissant qu'il vaporisa un morceau de croûte terrestre large de 100 miles. Des trillions de tonnes de roches fondues et pulvérisées, ainsi que les restes de l'astéroïde lui-même, furent projetés bien au-dessus de l'atmosphère, sur une trajectoire balistique, suborbitale. Pendant un bref instant, ce nuage de débris resta suspendu dans le vide glacé de l'espace. Puis, la gravité reprit ses droits. Tout ce qui monte doit redescendre. Partout sur la planète, cet immense nuage d'éjecta commença à retomber dans l'atmosphère. En réentrant à une vitesse incroyable, ces particules minuscules, de la taille d'un grain de sable et appelées sphérules, furent donc chauffées par la friction jusqu'à devenir incandescentes, rougeoyantes comme des étoiles filantes microscopiques. En moins d'une heure, le ciel entier, d'un pôle à l'autre, se remplit de ces trillions d'étincelles. L'effet fut tel que tout l'horizon, dans chaque recoin du globe, se mit à briller d'une lueur rougeoyante. Le ciel s'était transformé en la plaque chauffante d'un four colossal à l'échelle planétaire. Ce n'était pas une métaphore. La quantité de rayonnement infrarouge, de chaleur pure, projetée vers la surface était suffisante pour cuire la chair de tout animal exposé. La température de l'air à la surface monta en flèche, atteignant plusieurs centaines de degrés. Et cette impulsion de chaleur incroyable eut une autre conséquence. Ce fut le plus grand incendie criminel de l'histoire de la Terre. Toute matière sèche à la surface, une feuille morte, une brindille, une touffe d'herbe, s'embrasa spontanément. Les grandes forêts de fougères et les séquoias géants qui s'étaient dressés pendant des millénaires prirent feu d'un seul coup. Ce n'était pas un incendie né au point d'impact et qui se serait propagé. C'était un feu qui démarra partout en même temps, un véritable brasier planétaire. Revenons à Scurry, blotti au fond de son terrier. Les secousses ont cessé. Un étrange silence s'installe, mais il ressent une nouvelle sensation. Une chaleur intense et pénétrante commence à traverser le sol. La terre fraîche et humide de son abri se met à chauffer, puis devient brûlante, insupportable. Il est littéralement cuit de la surface, vers les profondeurs. Guidé par son instinct, il gratte frénétiquement, creusant plus bas encore, fuyant la chaleur vers le sous-sol où règne toujours la fraîcheur du monde souterrain. Puis arrive une autre sensation, une odeur, furtive d'abord, mais de plus en plus forte. L'odeur âcre et suffocante de la fumée filtre à travers le sol. C'est l'odeur de tout son monde en train de brûler. Les fougères, les fleurs, les arbres colossaux, l'épais tapis de feuilles mortes, tout ce qu'il a connu est consumé par un brasier planétaire. Puis vient le son, un grondement sourd, croissant, terrifiant. Non pas le rugissement d'un prédateur, mais le hurlement uni de milliards d'arbres en flammes, le vacarme d'un monde entier dévoré par le feu. Pour une créature comme Scurry, le monde d'en haut était devenu un enfer inimaginable. Mais quelques centimètres de sol pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Son terrier, jadis simple abri contre les prédateurs géants, s'était transformé en bunker ignifugé. Toute son histoire évolutive d'animal fouisseur, vivant sous terre, devenait à cet instant le plus grand atout de survie sur la planète. Tandis que les titans du Crétacé restaient piégés à la surface, sans refuge, Scurry était protégé par la terre elle-même. Imaginez un troupeau de tricératops ayant survécu au premier séisme, se tenant confus dans une vaste plaine. Le ciel se teinte de rouge infernal. La chaleur brûlante ronge leur cuirasse épaisse. Puis, l'herbe sous leurs pieds s'embrase d'un coup. Nulle part où courir, nul terrier pour se réfugier. Leur taille immense, jadis leur plus grande force, devient leur faiblesse fatale. Ils étaient des géants, piégés sous un ciel de feu. Dans son terrier, Scurry endure sa propre terreur. Coincé dans l'obscurité suffocante, il entend le rugissement incessant du brasier au-dessus de lui. La chaleur est accablante, la fumée épaissit l'air et l'étouffe. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il sait seulement que le monde d'en haut est devenu un monstre. Les incendies déchaînés durèrent des jours, parfois des semaines, dévorant l'atmosphère riche en oxygène du Crétacé et transformant les forêts luxuriantes en charbon. Finalement,
Après ces longues attentes dans l'obscurité, la terre au-dessus du terrier se refroidit. Le vacarme s'éteint, remplacé par un silence profond, presque surnaturel. Poussé par la soif et la faim, Skurry gratte prudemment vers la surface. Il perce enfin le sol et découvre un monde méconnaissable. Pour toute créature incapable de se cacher profondément sous terre ou dans l'eau, le jour de l'impact fut le dernier. Les immenses incendies avaient consumé le monde du Crétacé. Skurry et une poignée d'autres animaux fouisseurs comme lui avaient survécu à l'enfer. Mais l'apocalypse n'était pas terminée. Les incendies avaient engendré un nouveau tueur, encore plus insidieux, un épais linceul noir de fumée, de suie et de cendres qui allait envelopper la planète entière. Skurry allait émerger de son bunker ignifugé, non pas dans un monde renaissant, mais dans un univers encore plus mortel. L'âge du feu touchait à sa fin. La longue nuit commençait. La science de ce qui suivit est simple et terrifiante. Les brasiers mondiaux et l'impact lui-même projetèrent une quantité colossale de particules fines, suie, cendres, poussière pulvérisée, jusque dans la stratosphère. Bien au-dessus des nuages, ce voile noir s'étendit, emporté par les vents d'altitude, jusqu'à former une couverture uniforme et impénétrable autour de la planète. La Terre s'était recouverte d'une couverture noire. Ce linceul bloquait la lumière du soleil. Pas une partie, toute la lumière. Au sol, il faisait plus sombre que la nuit la plus nuageuse. Pendant des mois, voire des années, aucun rayon n'atteignit la surface. Deux conséquences immédiates et catastrophiques s'ensuivirent. La première, l'effondrement de toute photosynthèse. Sur Terre comme dans la mer, plantes et plancton, la base absolue de chaque chaîne alimentaire, moururent, privés du soleil. La seconde, un gel brutal et dévastateur. Privée de ses rayons, la surface de la planète s'effondra dans le froid. La chaleur ardente qui régnait après l'impact fut remplacée par un froid glacial, contre nature. Le monde fut plongé dans un âge glaciaire soudain, artificiel. C'était l'hiver d'impact, un long cauchemar glacé et ténébreux. Revenons à Skurry. Depuis des jours, il reste tapi au plus profond de son terrier. Le rugissement de l'incendie s'est enfin éteint, laissant place à un silence étrange et inquiétant. La terre s'est refroidie. Affamé et assoiffé, il gratte avec prudence vers la surface. Il émerge enfin, dans une scène de cauchemar. Il devrait être midi, mais il fait plus noir qu'une nuit sans lune. Une obscurité totale, impénétrable. L'air est épais, saturé de l'odeur de cendres humides et de soufre. À mesure que ses yeux s'habituent à l'obscurité, il découvre un monde qu'il ne reconnaît pas. La forêt colossale a disparu. À sa place, s'étend un cimetière de troncs noirs, calcinés, dressés comme les doigts d'un cadavre, vers le ciel obscur. Le sol n'est plus de la terre. C'est une épaisse couverture grise et molle de cendres, et il fait froid. Un froid mordant, pénétrant, bien plus intense que toutes les nuits qu'il a connues. Une étrange neige grise, mélange de suie et d'humidité atmosphérique gelée, commence à tomber du ciel noir, recouvrant ce monde mort d'un linceul fantomatique. Le plus terrifiant, c'est le silence. Le Crétacé était un monde de sons constants, le bourdonnement des insectes, les cris d'oiseaux étranges, le frémissement des lézards dans les fourrés, et les rugissements lointains et incessants des dinosaures. Désormais, il n'y a plus rien. Un silence planétaire, absolu, seulement brisé par le chuchotement spectral du vent à travers les arbres squelettiques. Mais Skurry est un survivant. Son petit corps à sang chaud est une minuscule fournaise, brûlant ses réserves d'énergie à un rythme effréné. La faim et la soif surpassent sa peur. L'eau est sa première priorité. Il se souvient d'un petit ruisseau près de son terrier. Il s'y dirige, ses petites pattes s'enfonçant dans la cendre molle. Il retrouve le lit du cours d'eau, mais il est sec, étouffé par la même poudre grise. Désespéré, il commence à creuser, guidé par l'instinct de ses ancêtres. À quelques centimètres de profondeur, il trouve ce qu'il cherche, une boue sombre et humide. Il la lèche, obtenant quelques précieuses gouttes d'eau au goût acre. C'est suffisant. Maintenant, la nourriture. Ces anciennes sources
ont disparu. Les insectes qui grimpaient sur les arbres ont été incinérés. Les fruits et les fleurs ne sont plus que cendres. Mais les ancêtres de Scurry ont survécu 100 millions d'années grâce à leur adaptabilité. Son univers s'est réduit, du vaste sol forestier à la fine couche de terre dissimulée sous la couverture de cendres. Il commence à creuser, le museau collé au sol, traquant la moindre trace de vie. Il trouve une larve de coléoptère en dormance, un petit trésor riche en protéines, et la dévore aussitôt. Il tombe sur une réserve de graines résistantes, épargnée par le feu, enfouie dans la terre. Puis, un ver gelé. Voilà sa nouvelle existence. Un cycle monotone et lugubre. Se blottir au chaud dans l'obscurité profonde du terrier, puis ressortir dans la nuit glaciale pour passer des heures à fouiller les décombres, cherchant le moindre fragment de vie ayant survécu à l'enfer. Il vit des échos et des fantômes de l'ancien monde. En fouillant ce cimetière, il croise les victimes du nouveau froid. Le cadavre d'un petit dinosaure à plumes, assez rapide pour fuir les flammes, mais incapable de résister au gel, son corps parfaitement préservé par la glace. Il comprend que même les survivants de la première vague d'apocalypse succombent désormais à la seconde. Les mois passent, puis une année, puis deux. L'obscurité ne cesse pas. Le froid ne faiblit pas. Le monde reste enfermé dans cette nuit glaciale et perpétuelle. Pour un être comme Scurry, dont la vie était rythmée par l'alternance du jour et de la nuit, du soleil et de la lune, cette obscurité infinie est une torture psychologique. Son corps sait qu'il devrait dormir le jour, mais il n'y a plus de jour. Son univers est une seule nuit sans fin. Un jour, en creusant à la recherche de racines gelées dans la cendre, il entend un bruit, un grondement sourd, plaintif, résonnant à travers la forêt morte. Un son familier, mais déformé. Il n'a plus la puissance, l'autorité terrifiante d'autrefois. C'est un son faible, pathétique, un cri de désespoir. Scurry se fige, plaqué contre le sol. À travers l'obscurité grise et trouble, il distingue une silhouette, une forme colossale, famélique, chancelante parmi les arbres recouverts de cendres. C'est un Tyrannosaurus rex, mais ce n'est plus le roi qu'il connaissait. C'est un spectre affamé, un titan mourant, les côtes saillantes, son rugissement jadis puissant réduit à un cri creux de faim. Le grand prédateur n'a plus de monde. Ses proies ont disparu. Son temps est terminé. Dans la nuit glaciale de l'hiver d'impact, les petits s'accrochent à la vie grâce au reste. Mais les grands, les puissants, les titans qui régnèrent sur Terre pendant 150 millions d'années, ne le peuvent pas. Leur monde est parti, leur nourriture aussi, et leur règne est achevé. L'obscurité fut le déclencheur, mais le véritable bourreau, c'était la faim. Une extinction, c'est souvent une famine mondiale, et celle-ci fut la plus soudaine et la plus vaste de toute l'histoire. Le grand anéantissement des dinosaures était sur le point de commencer. La science de cet effondrement est une cascade brutale et simple. Avec le soleil masqué par le voile stratosphérique de suie, la photosynthèse s'arrêta à l'échelle planétaire. Les plantes sur Terre et le plancton dans la mer, fondation de presque toutes les chaînes alimentaires, moururent. La Terre avait coupé son énergie primaire. Pour les grands dinosaures herbivores, ce fut une condamnation immédiate. Un seul tricératops de 30 tonnes devait consommer chaque jour des centaines de kilos de végétation coriace pour survivre. Dans un monde où les forêts n'étaient plus que des squelettes calcinés et gelés, où le sol n'était qu'un manteau de cendres, leurs corps massifs devinrent un fardeau fatal. C'étaient de colossales machines, sans carburant. Et lorsque les herbivores périrent, les grands carnivores qui les chassaient n'eurent plus que du temps emprunté. Comment un prédateur de 7 tonnes, la machine à tuer la plus terrifiante de l'histoire de la Terre, réagit-il dans un monde où il n'y a plus rien à chasser? À quoi ressemble la fin d'un roi? Revenons à Scurry. Sa vie est désormais une routine lugubre dans l'obscurité glaciale, fouiller sans cesse pour trouver les minuscules poches de vie qui subsistent
sous la cendre. Mais son monde est aussi un cimetière, et il assiste sans cesse à l'agonie des géants. Un jour, en creusant près d'un lit de rivière gelée, il sent une odeur, l'odeur écrasante de la mort. Prudemment, il suit la piste et découvre une masse colossale affaissée contre le squelette d'un séquoia. C'est un tricératops. Mais ce n'est pas un squelette. C'est l'animal entier, immense, la peau tendue sur ses os massifs, sa collerette osseuse recouverte d'une fine poussière de neige grise. Ses yeux sont ouverts, figés dans le vide, fixant un ciel qui n'abrite plus de soleil. Aucune morsure, aucun signe de lutte. Cette forteresse vivante, capable de tenir tête à un T-Rex, avait été vaincue par un ennemi qu'elle ne pouvait affronter. La faim. Elle s'était simplement éteinte. Scurry, minuscule créature pas plus grande que la plus petite corne du géant, se glisse à l'abri de ce corps colossal, trouvant un refuge passager contre le vent glacé, un minuscule survivant à l'ombre d'un dieu tombé. La mort des herbivores sonna le glas des prédateurs suprêmes. Le T-Rex famélique que Scurry avait aperçu n'était plus qu'un fantôme désespéré, errant dans les forêts mortes. Ce n'était plus un chasseur. Chasser exige un monde de vie et d'énergie. Désormais, il n'était qu'un charognard, un dernier acte pathétique dans son long et glorieux règne. Scurry, tapi dans le creux d'un tronc d'arbre creux, entend le titan passer. Il perçoit son souffle, une respiration rauque, haletante, dans l'air glacé. Le sol ne tremble plus sous ses puissants pas. Ce n'est plus qu'une démarche lente et hésitante. Le T-Rex a trouvé la carcasse du Tricératops. Avec un rugissement faible et creux, il commence à déchirer la peau gelée. Ses dents massives, faites pour broyer les os, s'acharnent désormais à arracher les derniers maigres lambeaux de chair. Ce repas lui permettra peut-être de survivre une semaine de plus. Mais ce n'est qu'un sursis. Le roi meurt en même temps que son royaume. Dans ce nouveau monde brisé, les traits mêmes qui avaient fait le succès des dinosaures étaient devenus leur perte. Leur taille, autrefois un atout contre les prédateurs, exigeait désormais une quantité de nourriture impossible à trouver. Leur spécialisation sur certaines plantes ou certaines proies les rendait impuissants lorsque ces sources disparaissaient. Mais les semblables de Scurry, les petits mammifères insignifiants, étaient différents. Toute leur histoire évolutive avait été une leçon magistrale d'adaptation. Et dans une inversion de rôle spectaculaire, la grande extinction leur offrait maintenant un avantage. Le T-Rex affamé, après avoir englouti ce qu'il pouvait de la carcasse, s'éloigne. Sa grande tête oscille près du sol. Son puissant odorat cherchant désespérément une autre proie. Son museau passe au-dessus d'un carré de terre gelée, près de la cachette de Scurry. Il renifle quelque chose. Il gratte les cendres de son énorme patte et met à jour une petite réserve de graines résistantes et de racines gelées. Il les hume, cette minuscule offrande d'un monde mort. Mais sa mâchoire colossale n'est pas faite pour de si fragiles nourritures. Dans un souffle frustré, il se détourne et disparaît dans la pénombre, laissant derrière lui ce petit trésor. Longtemps après que le géant s'est éloigné, Scurry sort de son abri. Il court jusqu'à l'endroit que le T-Rex a découvert et se met à festoyer sur les graines et les racines. Un repas riche en calories qui alimentera sa minuscule fournaise intérieure pour plusieurs jours. Le plus grand prédateur que le monde ait jamais connu était incapable de consommer la nourriture qui assurait désormais la survie de la créature destinée à hériter de la Terre. Cette scène se répétait partout sur la planète. Dans les océans, les grands mosasaures et plésiosaures, maîtres des mers, mouraient eux aussi de faim, les planctons ayant disparu, et tout le réseau alimentaire marin s'étant effondré de bas en haut. La faim n'était pas un événement rapide ni miséricordieux. C'était un processus lent, brutal et atroce de famine qui dura des mois, peut-être des années. Les derniers dinosaures n'étaient plus que des fantômes, errant dans un monde sombre et glacé qui ne leur appartenait plus, jusqu'à ce qu'un à un, ils tombent et ne se relèvent plus. Enfin, le dernier meurt. Le dernier Tyrannosaurus Rex pousse un ultime souffle tremblant
et se tait. Scurry, sortant prudemment de son terrier, sent un changement. Pour la première fois depuis 150 millions d'années, le sol ne vibre plus sous les pas des géants. L'air n'est plus percé de leurs rugissements. La terreur de fond, omniprésente dans la vie de chacun de ses ancêtres, a disparu. Le monde est silencieux. Le monde est vide. Les titans sont tombés. Le règne de 150 millions d'années des dinosaures était terminé. La planète appartenait désormais aux petits, aux humbles, aux oubliés. Mais pourquoi ? Pourquoi notre minuscule ancêtre couvert de fourrure a-t-il survécu quand les animaux les plus prospères de tous les temps ont péri ? La réponse ne résidait pas dans leur force, mais dans une trousse secrète d'avantages, forgée au fil des millions d'années, qui les avait rendus parfaitement adaptés à l'apocalypse. Les titans étaient tombés, non pas terrassés par un prédateur rival, mais par la logique brutale d'un estomac vide. Le règne des dinosaures était fini. Le monde appartenait désormais aux petits, aux humbles, aux discrets. La grande extinction n'était pas une loterie aléatoire. Il y eut des gagnants et des perdants, et les règles avaient été d'une cruauté implacable. Survivre ne dépendait pas de la force, mais d'un arsenal d'atouts parfaitement conçu pour un monde brisé. Nos ancêtres mammaliens avaient assemblé cet arsenal durant 100 millions d'années, en vivant dans l'ombre des dinosaures. Désormais, dans l'obscurité glacée et silencieuse de l'apocalypse, c'était enfin le moment de s'en servir. Le premier et le plus important de ces outils, c'était leur taille. Dans le monde des dinosaures, être petit était une faiblesse constante et terrifiante. Mais dans un monde ravagé par une famine mondiale, c'était le plus grand des avantages. Un Tyrannosaurus rex de 7 tonnes nécessitait une quantité énorme de nourriture, engloutissant des centaines de kilos de viande chaque semaine pour alimenter son corps massif. Un Tricératops de 30 tonnes avait besoin d'une véritable forêt de végétation. Quand leur nourriture disparut, leurs corps immenses, affamés d'énergie, devinrent une condamnation à mort. Mais notre ancêtre, Scurry, était différent. Son corps minuscule, de la taille d'une souris, ne demandait qu'une infime quantité de nourriture. Imagine Scurry fouillant la neige grise et cendrée. Après une heure de creusement désespéré, il trouve un scarabée gelé. Pour un Tyrannosaurus, ce n'est pas même une miette, un grain de poussière, indigne de l'effort de se pencher pour le manger. Mais pour Scurry, cette bouchée insignifiante est un festin vital de protéines et de graisse, assez d'énergie pour alimenter sa fournaise intérieure pendant une journée entière. Sa petite taille signifiait aussi qu'il pouvait se cacher n'importe où. Non seulement des prédateurs fantomatiques de la longue nuit, mais aussi des éléments eux-mêmes. Une fissure dans la roche, un tronc creux, où la profondeur protectrice de son terrier lui permettait de se protéger facilement du vent glacé et mordant. Dans l'âge de l'Apocalypse, être petit, pour la première fois de l'histoire, signifiait être en sécurité. Le deuxième outil, c'était leur régime alimentaire. Les grands dinosaures étaient souvent des spécialistes. Le Tricératops était un expert dans la digestion des Cica coriaces. Le T-Rex était un chasseur spécialisé de grands dinosaures. Quand leur nourriture spécifique disparut, ils n'avaient pas d'alternative. Ils moururent de faim. Mais nos ancêtres mammifères étaient des généralistes alimentaires. Ils étaient les opportunistes ultimes, leur histoire évolutive tout entière une leçon d'adaptation à ce qui était disponible. Scurry n'était pas difficile. Dans un monde sans menu, c'était un super pouvoir. On peut le voir démontrer cette incroyable flexibilité dans ce monde mort. Un jour, il creuse profondément dans le sol gelé, son museau sensible détectant l'odeur de larves d'insectes en hibernation, un prix nutritif et riche en graisse. Le lendemain, il trouve une racine coriace et passe une heure à ronger patiemment son écorce pour atteindre la pulpe féculente à l'intérieur. Et surtout, il avait le don de la prévoyance. Avant l'impact, Scurry, comme beaucoup de petits mammifères, avait l'habitude de collecter et d'enterrer des graines dans de petites caches secrètes. Désormais, dans l'obscurité sans fin, il parcourt son territoire guidé par l'odorat et la mémoire, et redécouvre l'un de ses minuscules garde-manger oubliés. Une poignée de graines, ce trésor d'énergie concentrée, faisait la différence entre survivre une semaine de plus
ou succomber au froid. Ils mangeaient des insectes, des vers, des racines, des graines, des champignons, et probablement même des restes gelés des carcasses des géants disparus. Ils mangeaient tout, et dans un monde où presque tout était mort, tout suffisait. Le troisième outil était leur feu intérieur. La plupart des reptiles, y compris les dinosaures, étaient mangés probablement à sang froid, dépendant de la chaleur du soleil pour chauffer leur corps et alimenter leurs muscles. Dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'impact, c'était un défaut fatal. À mesure que le froid s'intensifiait, leur métabolisme ralentissait. Ils devenaient engourdis, tombant finalement dans une léthargie glacée dont ils ne se réveillaient jamais. Mais les mammifères étaient différents. Ils étaient endothermes, à sang chaud. Ils portaient en eux leur propre feu intérieur, un métabolisme rapide qui produisait en permanence de la chaleur. Imagine Scurry et sa compagne, blottis l'un contre l'autre, dans la chambre la plus profonde de leur terrier. Dehors, la température est glaciale, et une neige grise et cendreuse tombe du ciel. Mais, à l'intérieur, leur chaleur corporelle combinée, piégée par leur fourrure isolante, crée une bulle de chaleur et de vie. Leur métabolisme est leur brasier personnel, qu'ils transportent avec eux à travers la longue nuit gelée. Cette capacité à réguler leur température interne leur permettait de rester actifs dans un froid brutal. Ils pouvaient chasser, fouiller et creuser, alors que le monde à sang froid demeurait figé par la glace. C'était une stratégie énergétiquement coûteuse, exigeant une recherche constante de nourriture. Mais c'était la seule qui fonctionnait dans un monde privé de soleil. Le quatrième outil, peut-être le plus crucial, était celui qui sauva Scurry dans les premières secondes de l'apocalypse, son terrier. Pendant 100 millions d'années, vivre sous terre avait été une stratégie pour se cacher des dinosaures. Le jour de l'impact, ce fut une stratégie pour se cacher de la planète elle-même. Les profondeurs de la Terre l'avaient la protégée de la chaleur brûlante de la rentrée atmosphérique et de l'incendie mondial qui suivit. Et durant le long hiver, le terrier n'était pas seulement une cachette, c'était un sanctuaire isolé. À quelques pieds d'eau sous la surface, la température restait relativement stable, protégée de l'air glacial au-dessus. Le terrier était leur défense contre les variations sauvages et chaotiques du climat post-apocalyptique. C'était aussi leur nurserie. Tandis que les derniers dinosaures mouraient seuls à la surface gelée, la génération suivante de mammifères naissait dans la chaleur, l'obscurité et la relative sécurité des profondeurs. Voici la boîte à outils des survivants, le secret même de notre existence, perfectionné au fil de 100 millions d'années passées dans l'ombre. Petite taille, régime alimentaire généraliste, corps à sang chaud et instinct de se terrer sous terre. Nos ancêtres possédaient exactement l'équipement nécessaire pour résister à une tempête qui avait anéanti les 3/4 de la vie sur Terre. Mais ils vivaient encore dans un monde sombre et brisé. Pour que la vie renaisse vraiment, pour qu'une nouvelle dynastie s'élève et hérite de la planète, il leur fallait une chose qui leur avait été refusée pendant des années: le soleil. Le linceul noir qui avait étouffé la planète n'était pas permanent. Les lois de la physique qui avaient créé cette obscurité allaient aussi la dissiper. L'immense nuage de suie et de cendres n'était pas maintenu dans la stratosphère par magie. C'était un amas de trillions de minuscules particules. Et, une fois les grands incendies éteints et la source de fumée disparue, ces particules commencèrent à obéir à la force simple et implacable de la gravité. Imagine un verre d'eau boueuse. Au début, il est totalement opaque. Mais si tu le laisses reposer, les sédiments finissent par s'agglomérer et descendre, laissant l'eau redevenir claire. L'atmosphère terrestre subissait alors le même processus, à l'échelle mondiale. Au fil des années, le voile obscur qui avait enseveli la planète commença à s'amincir. Le retour de la lumière ne fut pas soudain, comme un rideau qu'on tire d'un coup. Ce fut une eau blanche, spectrale et irréelle, qui dura des mois. La première lumière à percer la pénombre fut d'un rouge sang profond, filtré à travers les restes de soufre et de poussière. Le ciel ressemblait à un coucher de soleil permanent et menaçant, projetant de longues ombres étranges sur le paysage gris et cendreux. Puis, au fil de nombreux autres mois,
Ce rouge s'éclaircit en orange brumeux, puis en jaune pâle et aqueux, jusqu'à redevenir un bleu reconnaissable, porteur d'espoir. Revenons à Scury. Des années s'étaient écoulées dans l'obscurité. Ce n'était plus une créature jeune et effrayée. C'était un vétéran, un survivant aguerri, un maître de ce monde sombre et froid. Il avait une compagne, et ensemble, ils avaient élevé une petite portée de jeunes dans les chambres profondes et sûres de leur terrier. Ces enfants étaient nés dans la longue nuit. Ils n'avaient jamais vu le soleil. Ils n'avaient aucune idée d'un monde avec un ciel, une lumière, un jour. Leur seule réalité était l'odeur familière du terrier et le monde glacé, sombre et silencieux de cendres à l'extérieur. Un cycle, alors que Scury fouille dans le crépuscule perpétuel, il remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis le jour où le monde s'était effondré. Une ombre, la sienne, faible, longue et floue, mais incontestable. Une tache plus sombre sur le gris des cendres. Il se fige, son museau tressaillant, ses moustaches sont dans l'air, car pour qu'il y ait une ombre, il doit y avoir une source de lumière. Il lève les yeux. Depuis des années, le ciel était resté une masse noire et oppressante. Mais à l'est, une partie du ciel était différente. Elle était légèrement moins sombre, une faible lueur presque imperceptible. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Son premier réflexe, issu du traumatisme des incendies, est la terreur. Lumière signifie chaleur, signifie feu. Il se précipite dans son terrier, poussant un cri d'alerte à sa famille. Mais à chaque cycle, la lueur à l'est revient, et chaque fois, elle est un peu plus vive. Ce n'était pas le rouge violent et colérique des flammes. C'était une lumière douce, délicate et étrangement belle. Un jour, poussé par une curiosité plus forte que sa peur, Scury ne recule pas. Il grimpe au sommet d'un petit monticule de cendres, un point élevé dans son monde plat et gris, et il observe. Il observe alors que l'horizon se met à saigner d'une couleur qu'il n'avait connue que dans son propre sang, un rouge profond et sombre. La couleur s'étend lentement vers le haut, peignant la face inférieure du voile noir au-dessus. Le rouge s'adoucit ensuite, en un orange éclatant, puis en un jaune pâle et spectral. C'était le premier lever de soleil que la planète voyait depuis des années. Pour une créature qui n'avait connu que l'obscurité, c'était un spectacle terrifiant, magique et profondément bouleversant. Il ressent une nouvelle sensation sur sa fourrure, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis sa jeunesse, la douce caresse d'une chaleur légère. Il se hâte de rentrer à son terrier, le cœur battant d'une émotion étrange et nouvelle. Il persuade sa compagne et ses petits de remonter à la surface. Les enfants, qui n'avaient jamais connu autre chose que les ténèbres absolues, sont terrifiés. Ils clignent de leurs grands yeux noirs face à cette lumière faible et cherchent à regagner la sécurité du terrier. Mais Scury les pousse doucement vers l'avant. Il veut qu'ils voient. Il veut qu'ils soient témoins du miracle. La petite famille de mammifères se blottit ensemble à l'entrée de leur abri, observant le monde illuminé pour la première fois de leur vie. Et quel monde cela révèle! C'est un cimetière, une planète de fantômes. La lumière pâle et douce du nouveau soleil révèle un paysage de désolation infinie. Un tapis de cendres grises s'étend à perte de vue, ponctué par les doigts noirs et squelettiques des forêts mortes. C'est un monde effacé, un monde sans couleur, sauf le gris, le noir et le jaune vaporeux du ciel. Mais ce n'était plus un monde plongé dans l'obscurité totale. Le soleil était revenu. Pour la première fois depuis des années, le monde était rempli de lumière et de promesses de chaleur. La grande extinction était terminée. Les survivants, les durs, les petits, les dissimulés, avaient tenu bon. Ils avaient résisté au feu, aux ténèbres et au froid. Ils avaient gagné la guerre d'usure contre l'apocalypse. Mais un monde renaissant avait besoin de plus que de lumière. Il fallait plus que la lumière. Il fallait la vie. Et dans la cendre grise et stérile qui recouvrait désormais la surface de la planète, les premières petites pousses vertes d'un nouveau royaume
était sur le point d'apparaître. Le soleil était revenu. Pour la première fois depuis des années, le monde était rempli de lumière et portait la promesse de chaleur. La grande extinction était terminée. Les survivants, les durs, les petits et les dissimulés, avaient enduré. Ils avaient résisté au feu, aux ténèbres et au froid. Mais un monde renaissant a besoin de plus que de la lumière. Il a besoin de vie. Et dans la cendre grise et stérile qui recouvrait la planète entière, d'un pôle à l'autre, les premières petites pousses vertes d'un nouveau royaume allaient apparaître. Après un incendie de forêt moderne, la première vie à réapparaître n'est pas le chêne majestueux ou le pin géant. Ce sont les petites plantes opportunistes à croissance rapide, que nous appelons souvent des mauvaises herbes. Après l'incendie planétaire de l'Apocalypse, la même règle s'appliqua à l'échelle mondiale. Les premiers pionniers à reconquérir le monde mort furent les ultimes opportunistes de la planète, un groupe de plantes parfaitement adaptées aux crises, les fougères. Et la preuve de leur conquête est inscrite dans les roches avec une clarté saisissante. Lorsque les géologues examinent la fine couche de roches qui suit immédiatement la limite KPG, la couche marquant le début du Nouveau Monde, ils découvrent une abondance massive et mondiale de spores de fougères. On appelle cela le pic de fougères. C'est la preuve définitive que, pendant des milliers d'années après l'impact, la Terre était devenue une planète monotone, recouverte de fougères. Pourquoi les fougères ? Parce qu'elles sont maîtresses en colonisation. Leurs spores sont microscopiques et presque sans poids, capables de voyager sur des milliers de kilomètres portés par le vent, ce qui leur garantissait d'être les premières à s'installer dans les paysages stérilisés. Elles sont aussi incroyablement résistantes, capables de pousser dans des sols pauvres en nutriments et saturés de cendres, sols qui auraient été toxiques pour des plantes plus complexes. Elles n'avaient pas besoin d'un écosystème riche et stable pour survivre. Elles pouvaient en créer un par elles-mêmes. Elles étaient les premiers secours parfaits face à une urgence planétaire. Revenons à Scurie. Des années après le retour du soleil, le monde est plus lumineux et plus chaud. Mais il reste un monde de pénurie. Sa vie est une quête constante et difficile des rares insectes et graines enfouis dans la terre cendreuse. Mais un jour, en fouillant près des restes squelettiques d'un grand séquoia, il aperçoit quelque chose de nouveau. Une minuscule pousse verte, éclatante, qui se déploie dans la poussière grise. C'est une couleur qu'il n'avait pas vue depuis le jour où le monde avait pris fin. Il s'en approche prudemment, le nez frémissant, flairant cette étrange apparition. C'est une fougère, un unique, minuscule et miraculeux avant-poste de vie. Il ne le sait pas, mais cette simple pousse verte est le signe que le monde commence enfin à guérir. Quelques semaines plus tard, il en découvre une autre, puis une douzaine. Au fil des saisons, une transformation silencieuse et inexorable débute. Les jeunes pousses deviennent des touffes, les touffes des champs, et les champs une vaste mer verte à perte de vue. Le monde gris est mort de cendres et de charbon, et lentement, mais sûrement, recouvert d'un manteau de vie nouvelle. L'air, qui depuis si longtemps ne sentait que la poussière et la pourriture, porte désormais une odeur nouvelle, celle, fraîche et verte, des plantes vivantes. Pour Scurie, cette transformation n'est pas seulement belle, c'est le signal de son propre salut. Car avec le retour des plantes vint le retour de ceux qui s'en nourrissent. Le monde des insectes, presque anéanti, disposait à présent d'une nouvelle source de nourriture infinie. Leurs populations explosèrent. Le monde de Scurie se remplit soudain de vie. Il trouve de grosses chenilles vertes mâchant les frondes des fougères. Il voit revenir en grand nombre coléoptères et sauterelles. Pour une créature qui avait survécu en mangeant des vers gelés et quelques graines chanceuses, c'était un festin inimaginable. La grande famine était terminée. Sa vie, et celle de sa famille, en fut transformée. La nourriture devint abondante, facile à trouver. La pression constante, dévorante et vitale de la faim disparut. Lui et sa compagne purent élever des portées plus grandes et plus fortes, leurs petits bien nourris et vigoureux. Ils ne vivaient plus dans un état d'urgence permanent. Pour la première fois, un sentiment de sécurité apparut.
La longue et désespérée lutte pour la survie était enfin finie. L'ère de la récupération avait commencé. Ce nouveau monde de fougères n'était pas l'écosystème riche, complexe et diversifié du Crétacé. C'était un paysage simple et monotone, peint d'un seul vert. Mais c'était un monde vivant. Et après cette première vague de fougères, d'autres plantes plus complexes commencèrent leur retour. Les plantes à fleurs, les angiospermes, qui avaient survécu sous forme de graines dormantes profondément enfouies dans le sol, trouvèrent désormais un monde sans concurrence. Elles se mirent à se diversifier à une vitesse incroyable. Un jour, un lointain descendant de Scurie découvrit peut-être la première petite fleur simple, une touche de blanc ou de jaune dans l'océan vert. Une nouvelle couche de complexité, une nouvelle source de nourriture sous forme de nectar et de pollen revenait dans le monde. C'était le véritable début de l'âge des mammifères. Non pas avec une grande bataille ou un rugissement triomphant, mais avec une famille discrète, humble et rassasiée de petites créatures ressemblant à des musaraignes, élevant leurs jeunes dans un monde sûr et verdoyant. Avec la fin de la famine, ils pouvaient consacrer leur temps à autre chose que la recherche désespérée de nourriture. Ils pouvaient explorer, ils pouvaient étendre leur territoire, et surtout, ils pouvaient se reproduire à un rythme impossible durant la longue nuit. La population des survivants mammaliens commença à croître. Scurie se tient sur une petite colline, contemplant un monde renaissant. Il regarde ses propres enfants jouer dans un vaste champ de fougères, sous un soleil chaud et éclatant. Ils sont en sécurité, bien nourris, et pour la première fois, totalement sans peur. Le sol ne tremble pas. L'air ne porte plus les rugissements de prédateurs géants. Le monde est calme, paisible et presque entièrement vide. Les pousses vertes de la Renaissance s'étaient répandues à travers le globe. L'ère de la famine était finie. Pour Scurie et les autres survivants mammaliens, le monde était devenu un paradis, un monde sans monstres, un monde aux ressources infinies, et surtout, un monde au trône vide. Pour la première fois en 150 millions d'années, le rôle d'animal dominant sur Terre était vacant. Le plus grand vide de pouvoir de l'histoire de la vie attendait d'être comblé. Un monde de ressources infinies, et surtout, un monde de trône vide. Pour la première fois depuis 150 millions d'années, le rôle d'animal dominant sur Terre était vacant. Le plus grand vide de pouvoir de toute l'histoire de la vie attendait d'être comblé, et les petites créatures velues qui avaient hérité de la Terre s'apprêtaient à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. Pendant 150 millions d'années, les dinosaures avaient imposé un plafond évolutif aux mammifères. Leur présence colossale, leur succès écrasant à l'échelle mondiale, avaient donc maintenu nos ancêtres petits, nocturnes, repoussés aux marges extrêmes de l'existence. Être un mammifère à l'ère des dinosaures, c'était vivre dans une cachette permanente. L'astéroïde n'a pas seulement tué les dinosaures, il a brisé ce plafond. Ce qui a suivi fut la plus grande explosion d'opportunités évolutives de toute l'histoire animale. Avec la disparition des géants, tous les métiers de la planète se trouvaient soudain vacants. La Terre avait besoin de nouveaux grands herbivores. Elle avait besoin de nouveaux prédateurs suprêmes. Elle avait besoin de nouvelles créatures pour grimper aux arbres et nager dans les mers. C'était un monde d'opportunités, une ardoise vierge. Et les humbles survivants de l'Apocalypse, semblables à des musaraignes, allaient connaître l'une des transformations les plus remarquables de toute l'histoire de la vie. Faisons un saut dans le temps. Nous laissons Scurie et ses petits dans leur monde renaissant de fougères et voyageons à travers des milliers, puis des dizaines de milliers d'années vers le futur. Nous suivons désormais ses lointains descendants. Le monde est différent. Le tapis monotone de fougères a laissé place à des forêts plus complexes, les premières jungles véritables, et les prairies commençant à se répandre sur les continents. Et les mammifères aussi ont changé. Le premier changement, le plus évident, est leur taille. Imaginez l'un des descendants de Scurie. Ce n'est plus une minuscule créature de la taille d'une souris. Il a peut-être la taille d'un gros rat, voire d'un chat. Pour la première fois, il n'existe plus de pression évolutive à rester petit. En réalité, être plus grand est désormais un avantage. Un corps plus imposant retient mieux la chaleur.
parcourt de plus longues distances à la recherche de nourriture et se défend mieux contre les nouveaux petits prédateurs de ce monde. La malédiction de la petitesse avait été levée et nos ancêtres commencèrent à grandir. Le deuxième changement, sans doute le plus profond, fut leur rapport au soleil. Pendant 100 millions d'années, leurs ancêtres avaient été des créatures de la nuit. Le jour était celui des monstres, un monde de mort qu'ils n'osaient franchir. Mais les monstres avaient disparu. On peut imaginer un moment puissant, symbolique. L'un des descendants de Scurry, un mammifère curieux ressemblant à un écureuil, émerge prudemment de son terrier, non pas dans la pénombre familière du crépuscule, mais sous la lumière éclatante du midi. Il se fige, son corps tendu par une terreur ancienne et héritée. Mais rien ne se passe. Aucun pas tonitruant. Aucune ombre colossale ne s'abat sur lui. Le monde est silencieux, paisible, sûr. Il fait ses premiers pas hésitants dans la lumière du soleil. C'est un acte d'un courage incroyable, la rupture d'un tabou vieux de 150 millions d'années. Les mammifères laissaient la nuit derrière eux et s'apprêtaient à conquérir le jour. Avec leur nouvelle taille et leur nouvelle liberté, ils commencèrent à explorer de nouvelles façons de vivre, à postuler aux emplois vacants de l'écosystème. Ce processus est appelé radiation adaptative, où un groupe ancestral unique se diversifie rapidement en une multitude de formes nouvelles. L'héritage de Scurry n'était pas seulement la survie, c'était le potentiel. Son corps simple et généraliste était comme une clé maîtresse, capable d'ouvrir 1000 portes évolutives différentes. Et dans le royaume vide du monde post-dinosaure, ses descendants commencèrent à les ouvrir, une par une. On peut les voir se ramifier. Un groupe de descendants reste au sol de la forêt, mais leur régime alimentaire change. Ils ne mangent plus seulement des insectes et des graines. Ils commencent à se spécialiser dans la consommation des nouvelles plantes à fleurs, qui se répandent désormais sur la planète. Leurs dents changent, devenant plus adaptées au broyage des végétaux coriaces. Ce sont les ancêtres des premiers mammifères herbivores, les futurs rongeurs, lapins et primates. Une autre lignée suit un chemin différent. Ils deviennent plus rapides, plus agiles, leurs dents plus tranchantes. Ils ne se contentent plus de chasser les coléoptères. Ils traquent activement les lézards, grenouilles et autres petits vertébrés de ce nouveau monde. Ils deviennent les premiers véritables prédateurs mammaliens, ancêtres des grands carnivores, qui régneront un jour sur les plaines. Un troisième groupe lève les yeux. Ils voient un monde d'opportunités dans les branches des forêts renaissantes. Leurs griffes deviennent plus acérées, leur queue plus longue pour l'équilibre. Ils deviennent maîtres des arbres, ancêtres des écureuils et des singes. Le monde n'était cependant pas un paradis complet. Les mammifères n'étaient pas les seuls survivants. Dans les rivières et les marécages, les crocodiles avaient déjà perduré. Et dans certaines parties du monde, les dinosaures n'avaient pas complètement disparu. Une lignée spécialisée de dinosaures à plumes avait survécu à l'apocalypse. Les oiseaux. Dans les premiers millions d'années du Nouveau Monde, sans T-Rex pour les défier, certains de ces oiseaux évoluèrent en géants carnivores, incapables de voler, les oiseaux terreurs, devenant les nouveaux prédateurs suprêmes de leur continent. Les nouveaux mammifères durent composer avec ces nouvelles menaces. La course aux armements évolutifs recommençait, mais cette fois, c'était une compétition entre survivants, une lutte entre adversaires plus équitablement assortie. L'ère des reptiles était bel et bien révolue. L'ère des mammifères avait commencé. En l'espace de quelques millions d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, les descendants des minuscules survivants terrifiés de l'apocalypse avaient explosé en diversité, conquérant le monde. Ils étaient donc devenus les brouteurs, les chasseurs, les nageurs et les grimpeurs. Et l'un de ces nouveaux mammifères arboricoles, une petite créature intelligente aux mains préhensiles, aux yeux tournés vers l'avant et à l'esprit curieux et vif, suivait une voie très particulière. Une voie qui allait mener, en fin de compte, à une nouvelle forme de conscience, une nouvelle forme d'intelligence, une nouvelle forme de domination. L'histoire de Scurry, le survivant ultime, était terminée. L'histoire de nous allait commencer. L'ère des reptiles était finie. L'ère des mammifères avait débuté. En l'espace de quelques millions d'années,
Un battement de cœur géologique. Les descendants des minuscules survivants terrifiés de l'apocalypse avaient conquis le monde. Le plus grand vide de pouvoir de l'histoire de la vie se comblait par une explosion vertigineuse de créativité évolutive. Les enfants de la longue nuit entraient enfin dans la lumière, et ils s'apprêtaient à bâtir un nouveau monde. Les 66 millions d'années suivantes allaient être le théâtre d'une transformation sans égale. Le corps simple, semblable à celui d'une musaraigne, de ces survivants, comme notre héros fictif Scurry, était une clé maîtresse, un plan de potentiel, prêt à ouvrir 1000 portes. Et à mesure que la planète guérissait, et que de nouveaux écosystèmes prospéraient, nos ancêtres commencèrent à les ouvrir, une par une. Sur les plaines, certains grandirent, jusqu'à atteindre des tailles immenses, devenant l'Indricotherium, géant semblable à un rhinocéros, le plus grand mammifère terrestre jamais apparu. Dans les océans, un groupe de mammifères terrestres, semblables à des loups, retourna à l'eau, leurs pattes se transformant en nageoires, leur corps s'affinant, évoluant en millions d'années pour devenir les premières baleines. Dans les cieux, la nuit fut conquise par un nouveau type de créature. Les doigts d'une lignée s'allongèrent en ailes fines et membraneuses, et ils devinrent les chauves-souris. Les descendants des survivants de l'Apocalypse revendiquèrent chaque recoin de la planète, s'adaptant et se diversifiant en la vaste et merveilleuse variété de mammifères que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'une de ces nouvelles lignées, un groupe qui avait choisi les arbres comme nouveau foyer, suivait une voie très particulière. C'étaient de petites créatures intelligentes, dont les griffes évoluaient lentement en mains capables de saisir, tandis que leurs yeux se déplaçaient vers l'avant du visage, leur donnant une perception de la profondeur nécessaire pour naviguer dans le monde complexe et tridimensionnel de la canopée. C'étaient les premiers primates, et ils se trouvaient sur une ligne évolutive directe qui allait en fin de compte mener à une nouvelle forme de conscience, une nouvelle forme d'intelligence, une lignée qui allait mener à nous. L'histoire de Scurry, notre survivant fictif, est une métaphore de l'histoire réelle de nos origines les plus profondes. Sa terreur, sa résilience, son refus obstiné d'abandonner dans un monde de feu et de ténèbres, constituent la base sur laquelle repose toute notre existence. Il est l'ancêtre ultime. Lorsque l'on remonte notre propre lignée humaine, au-delà des premiers hominidés dressés dans la savane, au-delà des premiers singes, puis des premiers primates, on finit par atteindre une créature semblable à lui, un petit mammifère apparemment insignifiant, blotti au pied d'un arbre, tandis qu'un Tyrannosaurus rex rôde à proximité. Ce minuscule animal, qui a survécu en restant petit, en étant adaptable et en se cachant sous terre, est la raison même pour laquelle nous sommes ici. Chaque chose qui définit notre humanité est un héritage direct de l'arsenal de ce survivant ultime. Le sang chaud, qui nous permet de vivre dans tous les climats de la Terre, vient d'un ancêtre qui avait besoin d'une fournaise interne pour endurer les nuits glaciales. Les mains à 5 doigts dont nous nous servons pour bâtir notre monde sont l'écho des pattes agrippantes d'un primate qui devait s'accrocher aux branches. Et le grand cerveau complexe dont nous nous servons pour comprendre l'univers est l'aboutissement d'une course aux armements vieille de 66 millions d'années. Commencée au moment où nos ancêtres ont osé sortir dans un monde post-dinosaure désormais vide. Notre existence est un accident cosmique profond. Si cet astéroïde large de 10 km avait croisé la Terre quelques minutes plus tôt ou plus tard, il l'aurait manqué complètement. Si notre minuscule ancêtre n'avait pas été un fouisseur, il aurait été réduit en cendres avec les dinosaures. S'il n'avait pas été généraliste, il aurait péri de faim dans la famine qui a suivi. Nous sommes les produits d'une chaîne presque impossible de chaos et de hasard. Nous sommes les enfants de la grande extinction, les héritiers d'un royaume vide. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers la Lune, ce monde silencieux, criblé de cratères anciens, rappelez-vous, c'était une roche pas si différente de celle qui a donné à nos ancêtres leur chance. Notre monde entier, notre histoire, notre art, notre science, notre amour,
Tout cela repose sur le courage de l'infiniment petit. Un sombre jour, il y a 66 millions d'années. L'histoire de Scurry est terminée. L'histoire de nous, ses descendants improbables, est celle que nous écrivons aujourd'hui.